Amis téléspectateurs qui nous suivez ici et ailleurs, bonsoir. Permettez-moi, avant de débuter la présente émission, de remercier Allah le Tout-Puissant de nous avoir aujourd'hui donné la chance, la santé et surtout le courage. Aujourd'hui, nous allons, chers camarades, chers amis téléspectateurs, traiter d'un certain nombre de thèmes qui font la une, tant au niveau national qu'à l'international. Il faut préciser que la grande base de l'ONU, les étudiants que nous sommes, entendons continuer sur la même lancée de toujours, celle qui consiste à regarder tout ce qui existe et qui subsiste sur la scène politique et au-delà, les regarder droit dans les yeux à travers l'émission autour de l'actualité pour pouvoir dire ce qu'il faut dire, comme il faut le dire et à qui il faut le dire. Je pense qu'à partir de là, tout est clair. Aujourd'hui, au plan international, autour de l'actualité s'inscrit la situation qui se déroule ou qui est en train de prévaloir au niveau du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, où des centaines et des centaines de morts sont en train d'être comptés. La question qui reste posée, c'est: sommes-nous face à une crise politique ou à des revendications sociales? Le deuxième point concerne le Cameroun, toujours au plan international. Pelé, des mois après des tueries de 6 élèves et plusieurs blessés dans l'attaque d'une école dans la zone. Entendez par là des contestations vives qui sont en train de se constater au pays de Paul Biya. En Guinée, Alpha Condé déclaré par la CENI, déclaré vainqueur par la CENI dans un contexte de contestation pour briguer bien sûr un troisième mandat antidémocratique. Au plan national, on peut constater de vifs tiraillements entre l'opposition et la majorité. Les étudiants nigériens se posent la question, sinon le peuple nigérien de façon générale se pose la question: ces tiraillements auront quel impact sur le processus électoral imminent? Et enfin, la convocation d'un congrès extraordinaire par les sections de l'USN. Cela laisse entendre à un retour à l'orthodoxie, sinon à l'ordre syndical. Voilà de façon ramassée les quelques points qui seront aujourd'hui débattus, qui seront discutés autour de l'émission, autour de l'actualité. Comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de prendre un parmi les thèmes et de développer en quelques phrases. Pour cette fois-ci, la CECD a décidé de prioriser la situation qui prévaut au niveau du Nigeria. Tout simplement parce qu'il est important de constater et de prendre des leçons par rapport à ce qui se passe autour de notre pays. Si aujourd'hui le Nigeria se trouve dans une telle situation, il va falloir qu'on fasse un regard vers le rétroviseur de l'histoire et remarquer que ce n'est pas la première fois que le Nigeria se retrouve dans un foyer de tension. Il faut rappeler que le drame de Biafra et bien d'autres situations qui ont prévalu au Nigeria sont assez éloquents. Mais ce qui est important, c'est que pour nous les Nigériens, ce qui est bon dans les autres pays, ce qui se passe de mauvais dans les autres pays est bon pour nous autres. Parce que ça nous permet de prendre comme exemple les comportements qu'il faut tout à fait observer en cas de situation dans notre pays. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Aujourd'hui, compte tenu de l'importance et de la constance des thèmes, nous allons permettre très rapidement aux militantes et militants de l'ONU de pouvoir intervenir en bien sûr 3 minutes comme d'habitude. Quand vous prenez au niveau international, très chers camarades, vous conviendrez avec moi, presque la majorité de ces soulèvements est due à la violation des différentes constitutions de ces pays-là. Parce que, en ce que je sache, la majorité des pays ont les mêmes constitutions que le Niger, où un président ne peut pas se permettre
de briller un troisième mandat. Et quand vous prenez au Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes situations. Et ne soyons pas surpris, vu ce qui se dessine à l'horizon, ici même dans notre pays, que cela soit une réalité. Bien que les gens sont en train de le chanter, mais ne soyons pas surpris de voir que cela puisse être une réalité, puisque aujourd'hui, prenez tout simplement la question de l'état d'urgence sanitaire dont on voulait voter pour servir ou bien pour imposer à la population d'observer l'état d'urgence sécuritaire et sanitaire, prouve combien de fois ce régime ne veut pas organiser des élections. Parce que c'est un délai de 3 mois. Et vous voyez, les élections vont se tenir en décembre. Donc, d'ici là, on n'a pas 3 mois. Et ils proposent cet état d'urgence. Donc, cela veut dire qu'ils se sont inscrits dans une logique où ils ne comptent pas faire les élections au temps donné par la CENI. Donc, il faut aussi analyser cette question au niveau national. En ce qui concerne la question syndicale, avant de me prononcer, permettez-moi de saluer le courage et la détermination de nos différents secrétaires généraux des universités à travers leur manière de voir la situation. Et c'est cette situation passée, sans pour autant agir, c'est de permettre à ce que la politique puisse s'ingérer de la question de notre cadre organisationnel. Merci. En Guinée et en Côte d'Ivoire et au Niger, crise politique ou sociale. Je pense que ici, tout ça là est dû à l'insécurité. Et qui dit l'insécurité est causée aussi par la politique. Comme ce sont eux, les politiciens, qui ont le monopole du pouvoir, c'est à eux d'assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc, c'est à eux de recruter les soldats qui sont capables de gérer la situation. Par rapport à, sur le plan syndical, je salue le courage de ces sections qui ont compris d'ailleurs la violation des différents articles qui ont été faits par un certain nombre de syndicalistes qui ont ignoré d'ailleurs le texte. S'agissant aussi, ils ont violé plusieurs articles. Si on prend le cas de l'article numéro 44, 40 et bien d'autres, tous ces articles ont été violés. Et s'agissant aussi de la déclaration du troisième mandat d'un président qui a été déclaré élu pour le troisième mandat. Ça, je pense que ici, c'est une violation même de la Constitution qui a été faite. Et il faut que ces présidents-là respectent les constitutions. S'ils ne respectent pas la Constitution, et alors quelle est l'importance même de perdre la Constitution si on ne respecte pas? Voilà encore une fois devant l'Assemblée des hommes, devant l'histoire, pour nous affirmer et nous assumer par rapport à nos idées, par rapport à nos conceptions du monde et des choses. Et chers camarades, les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Cameroun, au Nigeria et au Niger, sur le plan surtout syndical, dans le cas du Niger, je crois que grosso modo, il faut retenir que tout se résume à un seul problème. En tant que philosophe, et surtout pas philosophe au sens strict, mais apprenti philosophe, je me permettrai de faire une analyse de petit philosophe politique. Il faut comprendre que partout où vous constatez de désordre, de soulèvement, c'est que le résultat, sinon la source, c'est avant tout l'injustice. Et il faut comprendre que tant qu'il y a une société organisée démocratiquement et qui fait justement usage de l'injustice pour parvenir à des finalités, c'est clair que le peuple va se soulever parce que Rousseau l'a toujours dit, la résistance à l'oppression est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Donc, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Niger, je crois que Guinée, c'est le même problème, c'est un problème d'injustice. Autant les textes ne sont pas respectés, autant la loi n'est pas respectée, autant les constitutions ne sont pas respectées. Dans un État démocratique, le peuple est obligé de se lever. Voilà ce qui est en train de se passer. De toute évidence, premier problème, c'est le problème d'injustice. Parce que la société démocratique, fondamentalement, il faut le reconnaître, s'il faut remonter
à sa source, donc selon les précurseurs de la pensée démocratique, à savoir les Platon et les Aristote, la démocratie se fonde d'abord sur l'égalité, la justice, donc loin de l'arbitraire, donc loin de l'usage de la force de façon inégale. Alors, combattre les inégalités et l'injustice est le premier problème de la démocratie, et le premier souci de la démocratie. D'abord, la démocratie, il faut le dire, la démocratie, pour dire les choses clairement, la démocratie a été inventée pour la première fois de l'histoire pour mettre fin à ce qu'on appelle la servitude. Autrement, en termes clairs, dans un français facile, ce que nous appelons l'esclavage. Alors, dans une société où déjà on parle de démocratie et on constate déjà que certains sont privilégiés, d'autres sont marginalisés, et c'est la preuve palpable du président Alpha Condé qui s'est permis comme s'il est un dieu sur terre, alors que la démocratie est avant tout l'expression de ce qu'on appelle. Il faut, dans une démocratie, ce qui fait la nourriture réelle de la démocratie au sens politique, il faut le dire, c'est d'abord l'alternance. Il est temps, il n'est pas le seul homme de cette terre. Aujourd'hui, moi, je voudrais assez que Youssouf me laisse le pouvoir, moi aussi. C'est mon droit, il faut le dire. Donc, retenez bien, un autre problème qui se pose dans les États, il y a ce qu'on appelle la question de l'exclusion politique. L'exclusion politique fait aujourd'hui partie de l'actualité et c'est un mot tabou. Les gens ne veulent pas en parler. En fait, c'est une réalité. La preuve est que vous constatez, surtout ceux-là qui disent ce qu'ils pensent, qui le disent comme ils le veulent et comme ils l'entendent, et comme ils entendent l'assumer, ils sont le plus souvent exclus. Il faut une chasse à l'homme politique pour pouvoir détruire ces hommes. Ce qui contribue toujours à frustrer les gens. Et la frustration, je l'ai toujours dit, elle est source de soulèvement. Et les soulèvements sont source de rébellion. Et les rébellions sont source de désordre. Et le désordre, quand ça se généralise et se dégénère, ça donne finalement ce que j'appelle la chanlie, donc le désordre dégénéralisé. Voilà ce qui se passe. Donc un autre problème, c'est que du point de vue politique, nos États manquent de ce qu'on appelle le vrai dialogue politique. Autant il n'y a pas de dialogue politique, autant la démocratie est en panne. Un autre problème de notre peuple et de ce que nous vivons dans nos sociétés, il faut le dire, c'est l'ignorance des règles. Parce qu'on fait tout pour que nous ignorions en réalité les vraies règles, les vrais principes de la démocratie. Or, une démocratie dans la misère, donc la méconnaissance de la démocratie, crée finalement un désordre démocratique. Comme on a l'habitude de dire, il y a aussi la question de la misère. Et moi, je parle surtout de la misère intellectuelle. Donc, la misère de la démocratie crée une misère de la démocratie. Donc, et il faut aussi le dire, s'il vous plaît, dans le cas de l'USN et de la Guinée, je déduis et dis que ce n'est qu'un problème d'abus du pouvoir. Et autant les hommes abusent du pouvoir, autant les autres ont aussi la capacité, les possibilités et le devoir d'ailleurs de se défendre. Nous ne sommes pas dans l'état de nature, ce que nous appelons la loi du plus fort. Où le plus fort, la loi des poissons bien sûr, où le petit poisson a le droit de nager dans l'eau, le grand a le droit de le casse-croûter et le grand est aussi casse-croûté parce qu'il est pêché par les hommes. Absolument. Nous ne sommes pas dans cet état. Nous sommes dans un état d'humain, donc un état démocratique. Il faut que les hommes comprennent que l'abus du pouvoir est le premier problème d'un état démocratique. Et c'est ce qui s'est fait à l'USN. Le pouvoir politique a été utilisé à la solde des hommes. Le pouvoir, la force publique a été utilisée d'ailleurs à la solde des individus, au sens strict du terme. Je crois que c'est très dangereux. Pour reprendre Balenguer, le pouvoir de l'État est un pouvoir de droit. Surtout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et chers camarades, ça là c'est l'histoire qui l'a démontré. Toute politique basée sur l'ethnocentrisme, basée sur les régionalismes, basée sur les tribalismes, doit toujours vouer à l'échec total. Ça c'est le mode opératoire français qui l'a démontré, chers camarades. L'histoire a démontré, si vous prenez l'histoire du génocide du Rwanda, c'est entre deux ethnies. Ils ont monté des ethnies et il y avait eu plus de 200 000 ou bien 800 000 morts là, génocide du Rwanda. Maintenant, quand vous prenez la génocide de Burundi, Bujumbura, si vous prenez Inda et Machor, il y avait eu, chers camarades, plus de 200 000 morts. Plus de 200 000 morts. Et même avant-hier, en Côte d'Ivoire, il y avait eu 3 000. Mais tout ça là, ce sont des guerres interethniques. Les Blancs ont compris. Et ça là, c'est en Afrique seulement. Si vous partez aux États-Unis, en Asie, en Europe, il n'y a pas de guerre ethnique. Tu ressembles à moi, n'est-ce pas? Mais quand même, je te respecte. Même si tu ne ressembles pas à moi, mais je te respecte. Mais toute politique basée sur l'ethnocentrisme, je vous assure, toujours ça va vouer à l'échec. Actuellement, ce qui se passe en Guinée, c'est entre deux clans, entre les Malinqués et les Peuls.
Actuellement, ce qui se passe de l'autre côté en Côte d'Ivoire, c'est entre les Dioula et les autres ethnies. Parce qu'il n'y a pas de mariage mixte là. Le mariage là qui existe actuellement au Niger, un peu se marier avec un Zerma, Hausa, etc. etc. C'est pour cela, lorsque les Blancs ont compris qu'il y a une petite unité, ils vont créer toutes les conditions nécessaires pour monter une autre ethnie contre l'autre. Et ça, naturellement, ça va vouer à l'échec. Et chers camarades, pire encore, maintenant on est en démocratie. On est en démocratie et la règle démocratique, quand vous prenez la constitution, c'est comme une jeune mariée, mais cette jeune mariée-là appartient au peuple. Maintenant, tout celui ou celle qui ose à la toucher, ou bien ose l'enceinter, elle va accoucher des cadavres, elle ne va pas accoucher quelqu'un qui a vie. C'est le lieu pour moi parce que ça fait deux événements que j'ai ratés au vu de certain nombre de préoccupations. Mais c'est quand même encore une fois de plus le lieu pour moi de saluer cette CICD-là et de remercier aussi cette radio et télévision qui a accepté d'une manière bénévolement de prendre en charge cette rubrique que la CICD anime, dans l'optique tout simplement de faire entendre la voix de l'étudiant nigérien à l'université de Niamey. Je crois que vous méritez une mention spéciale parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes, nous savons que notre pays et le monde d'une manière générale a besoin des éclaireurs et que l'étudiant à l'université Oudoum de Niamey est sans nul doute un éclaireur de l'opinion publique. Et sans nul doute aujourd'hui, quelqu'un qui est appelé à édifier la population, la société et d'une manière générale, toute la nation entière. Donc je crois qu'à travers cette activité, la voix de l'étudiant à l'université de Niamey compte aujourd'hui et que beaucoup aujourd'hui nous appellent de la ville pour dire qu'ils sont en train de suivre une émission à travers des interventions extrêmement brillantes que les camarades sont en train de faire des analyses. Si peut-être j'ai accepté de prendre le micro, c'est pour parler généralement d'un seul point qui est inscrit autour de ce débat, c'est par rapport à l'attaque qui a eu lieu et dans la zone anglophone avant-hier même au Cameroun. Je crois que c'est inscrit à l'ordre du jour, notamment dans la zone anglophone où cette attaque-là a été perpétrée dans une école primaire. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde est en train de s'effondrer. On peut dire que le chaos est en train de se généraliser. Si nous voyons et que nous regardions ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en passant par l'Afrique centrale et même un peu le Maghreb, on peut dire que nous sommes en train de passer du chaos lent au chaos rapide en allant vers le chaos général. Donc il revient à tous les Africains de se lever pour imposer à ce qu'il y ait, comme l'avait dit un camarade, une justice sociale. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice sociale, il y aura toujours deux mondes, il y aura toujours un monde qui est en haut dans un pays et un monde qui est en bas, le peuple d'en bas. Et ce peuple d'en bas, malheureusement, il l'est laissé à lui-même. Il l'est laissé tout simplement au merci de tout ce que la nature peut lui offrir, notamment attendre la tempête pour s'aimer et récolter quelques graines, malheureusement, qui ne peuvent pas suffire à nourrir tout un continent. Et qu'à côté de ce peuple-là, il y a un groupuscule d'individus qui se croient, comme l'avait dit un camarade, le représentant de Dieu sur terre. Et moi, je dis que ce sont des représentants de Satan sur terre. Parce que tout simplement, un certain groupuscule d'individus ne peut pas prendre en otage l'avenir de tout un peuple et de tout un continent. Et que si aujourd'hui on constate ce qui se passe avec amertume en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, et peut-être on ne le souhaiterait jamais, au Niger aussi, parce qu'aujourd'hui, avec la crise actuelle au sein de la classe politique, on voit comment aujourd'hui le jeu de ping-pong commence entre la majorité et l'opposition. Et je crois que c'est un point aussi qui est inscrit à l'ordre du jour. Absolument. Donc il revient à la jeunesse qui a toujours été utilisée comme étant un tremplin, comme un cheval de Troie, de ne pas accepter à ce que cette classe politique moribonde, cette classe politique qui n'a rien à offrir au peuple depuis l'année 99 ou bien depuis l'année 1960 à aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui sont en train de faire un jeu de passe-passe avec le peuple nigérien. Je crois qu'il revient à la jeunesse nigérienne, en tout cas tout entière, de se lever pour parler d'une seule voix et imposer un respect, imposer la démocratie, imposer la justice sociale pour que notre pays, en tout cas, puisse continuer à être un pays de paix et que notre pays puisse au moins aspirer au développement. Sur ce, je vous remercie. Merci, camarades. SGA de Lyon. Merci encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, pour tous ceux qui nous suivent à travers cette émission et notamment cette télévision à la Barry, je rappelle que nous sommes autour de l'actualité, voilà, initiée par Lyon, notamment la commission des exposés
voilà, des exposés, conférences et débats, et qui a retrouvé tous les lundis à partir de 17h30, 18h pour l'enregistrement, et sur la Barry TV, tous les mardis à partir de 21h30. Je rappelle, pour ceux qui ont raté le début, que nous parlons ce soir au plan national de la une, qui est de plusieurs morts au Nigeria et en Côte d'Ivoire, mais aussi en Guinée, crise politique ou revendication sociale. La question reste posée. Vous pouvez interagir avec nous sur la page Facebook de cette émission qui est autour de l'actualité. Je parle sur votre contrôle, cher ami Keba. Mais aussi en Guinée où Alpha Condé, déclaré élu par la CENI pour un 3e mandat dans un contexte de contestation des résultats. Au Cameroun, où il y a un tollé des mois après la tuerie de 6 élèves et plusieurs blessés dans l'attaque d'une école dans la zone anglophone. Et au plan national, on parle de tiraillement entre la majorité et l'opposition. Et la question reste posée. Quel impact sur le processus électoral à venir au Niger et la convocation du congrès extraordinaire par les sections de l'USN? Retour à l'ordre syndical. Rapidement, nous allons écouter Salou, le 4e, voire 6e intervenant. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nous avons décidé de venir prendre le micro aujourd'hui parce que c'est extrêmement urgent et c'est nécessaire. Nous allons, sans nul doute, si nous ne faisions pas attention, perdre une organisation qui nous est tellement chère. C'est pourquoi j'ai jugé utile de classer d'une manière judiciaire et judicieuse toutes les questions qui urgent à l'international, parce que je suppose tout simplement, lorsque vous n'avez pas balayé la devanture de votre concession, ne cherchez pas à aller balayer celle de l'autrui. Donc, aujourd'hui, nous venons juste d'assister à un congrès qui est supposé être convoqué à Bermo, qui est taché de vices de forme et de fond, et nous assistons à une autre convocation par les sections universitaires. Mais j'aimerais dire aux militantes et militants, j'encourage les différentes sections universitaires qui se sont mis dans cette posture pour pouvoir imposer un comportement à un certain nombre d'individus, mais je les interpelle par rapport à ce que nous critiquons, que nous ne participons pas pour faire la même chose. Parce que, aujourd'hui, je l'ai dit, s'il faut attaquer le Congrès, c'est d'abord à travers les vices de forme et de fond. Mais nous allons leur emboîter les pas si nous ne faisons pas attention. Et je vais me focaliser par rapport à d'abord l'article 27 du statut de l'ISN, qui dit que les sous-sections sont élues en Assemblée générale pour un mandat d'1 an. Les sections départementales sont élues en Assemblée générale par les sous-sections à une Assemblée générale aussi pour un mandat d'1 an. Maintenant, le comité directeur a laissé jusqu'à la veille des élections, c'est-à-dire le congrès, pour pouvoir renouveler les sections. Or, ils ont passé tout leur temps à utiliser les sections qui étaient au congrès depuis 2 ans, voire 3 ans. Et aujourd'hui, nous voulons convoquer un congrès qu'on conteste sur la base de ces mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et arriver à l'article 23, qui dit que les sections, les 2/3 des sections participant au congrès passé, peuvent intimer le CD à convoquer un congrès extraordinaire s'il le faut. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Nous sommes dans une impasse. Les textes de l'organisation ont besoin de toilettage. Et on a besoin de revenir à l'ISN de 90 ou bien de 1960, conformément au texte. Mais il faut faire excessivement attention. Je ne pense pas si vous pouvez me permettre d'évacuer cette question parce que c'est extrêmement capital. Alors rapidement, oui, allez-y. J'ai vu dans le groupe, les camarades intervenaient à tort et à travers. On a assisté déjà à ce qu'on appelle une division à l'interne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour l'organisation? Je pense que il y a déjà, c'est une jurisprudence pour l'organisation pour régler ce genre de problèmes pour l'avenir. Et il faut créer ce qu'on appelle le comité de relève, le CR. C'est-à-dire les différentes sections universitaires devront se réunir en lieu et place et créer ce qu'on appelle le comité de relève qui a pour mission, c'est comme la transition, uniquement d'organiser un congrès qui va remettre l'ISN comme l'ISN et la libérer de tout joug politicien. Et qu'est-ce qu'il faut? Après avoir créé le comité de relève, les sections qui ont les moyens devront créer les conditions pour que ce comité de relève ne puisse aller nulle part chercher des moyens pour organiser ce congrès. Et on demande à toutes les sections
qui sont soucieuses de la vie et de l'avenir de cette organisation de participer. On convoque maintenant les candidatures, tout celui qui est apte, et parallèlement, toutes les sections en dépassement des mandats devront être renouvelées. Merci. Oui. Merci. Donc, je vais m'arrêter ici. Okay. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Salou. C'est extrêmement important. Il a soulevé une question qui est très, très importante. Si réellement les fonds peuvent être trouvés pour que ces différents congrès puissent être organisés de manière autonome, je pense qu'on pourrait beaucoup gagner en clarté. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent écouter Padri. Voilà, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers amis des médias, camarades de CCD et camarades de l'ENUN, recevez mes sincères salutations. Je tiens très sincèrement à encourager le comité exécutif et à encourager la commission exposée, conférence et débat pour les activités qui sont en train d'être menées chaque lundi dans le sens d'écouter l'étudiant par rapport aux questions internationales et nationales. Et c'est ça aussi le rôle d'un étudiant. Nous, les dirigeants de demain, nous sommes en train d'observer ce qui se passe maintenant. Il faut que demain, quand nous aurons accès à la commande, que nous puissions comprendre que nous avons débattu sur les questions, que les choses doivent changer. Et les choses doivent changer, commencer à changer les choses avec nous d'abord. Et c'est pour cela, j'interpelle la classe politique actuelle et la jeunesse actuelle. Il faut que, de la même manière qu'aujourd'hui, les sections de l'ISN ont pris conscience qu'on doit défendre les intérêts du point de vue scolaire et de la nation, la jeunesse actuelle aussi puisse prendre cette conscience pour en tout cas mettre fin au passe-passe. Parce que c'est ce que nous avons constaté même au niveau de la classe politique. Il faut que ça soit, il faut qu'on arrête ça. Et on doit arrêter ça, c'est tout seulement quand que la jeunesse doit prendre en tout cas conscience et combattre l'injustice. Tant que nous ne combattons pas l'injustice, ce qui se passe actuellement à l'international, c'est ce qui va arriver aujourd'hui au Niger. Parce que la crise politique, je vous dis, il y a beaucoup de problèmes et le Niger risque en tout cas d'aller même en guerre civile. Je crains fort, puisque aujourd'hui, quand vous constatez, il y a le retour de Covid-19 qui est autour d'être annoncé. Et donc, du coup, c'est vrai, il faut céder le pouvoir. Mais reste à savoir s'il instaure le couvre-feu et comment dire, le confinement et rester chez vous, comment est-ce qu'il peut y avoir une élection? Donc il ne faut pas qu'on puisse accepter. La constitution est claire. Et donc nous devrons nous armer du coup. Et nous devrons lutter, nous devrons dire non. Nous devrons arrêter tous ces hommes politiques qui n'ont pas en tout cas l'amour de ces pays parce que le pays a très souffert. Merci, absolument. On l'applaudit très fort. Le pays a réellement très souffert et continue malheureusement de souffrir. Donc nous allons à présent écouter Noura Psycho. Voilà, sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je pense bien, aujourd'hui, pour faire une compilation des différents points qui ont été inscrits à l'ordre du jour par rapport à la question internationale, je pense bien, beaucoup ont su dire que cette question est un problème que nous appelons au département de psychologie comme un problème d'égocentrisme. Le fait de vouloir être toujours l'homme de la situation. Or qu'il faut comprendre, dans une société, chacun a une contribution à amener. Aujourd'hui, tout le monde aspire à gérer ce pays. Et lorsqu'il n'y a pas de l'alternance politique, je ne pense pas qu'on peut remettre en cause ce que les hommes ont eu à faire dans une gestion de 10 ans. Et c'est là où je vais profiter aussi pour interpeller l'ensemble de la classe politique de revenir sur les meilleurs sentiments parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller dans ce tiraillement sans nécessaire, avec des conséquences que tout le monde est en train de constater un peu dans les sous-régions et en train de se manifester petit à petit. Donc il faut qu'ils reviennent sur des meilleurs sentiments pour que nous puissions résolver ces problèmes le plus rapidement possible. Parce que si vous constatez sur le plan international, dernièrement lorsque le Mali avait fait son coup d'État, directement la CEDEAO avait intervenu pour condamner ce coup d'État. Mais est-ce que face à ces questions-là, est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO a parlé? Est-ce que la France a parlé? Pourtant, eux tous, ils ont eu à dire des mots lorsque ces situations-là sont passées. Je pense bien, aujourd'hui, l'étudiant ou bien disons la jeunesse en général doit comprendre
ceux qui sont là pour le bien et le meilleur de leur nation. Il faut que nos chefs d'État aussi comprennent que la France ne peut jamais en aucun cas construire nos pays. Il faut que nous tous, nous soyons des fils, des filles d'une même nation pour que nous puissions résolver les problèmes comme j'ai eu à le dire. Par rapport à la question de la crise à l'ISN, je pense bien aujourd'hui on n'a pas besoin de partir loin. Lorsqu'il y a l'injustice, il faut obligatoirement des gens qui seront là pour combattre cette injustice-là. Et je pense bien que nous serons les fervents défenseurs de cette injustice-là pour que l'ISN retrouve ses lettres de noblesse, parce qu'on a constaté les mêmes personnes, c'est-à-dire les politiciens, qui avaient, lorsqu'ils étaient à l'opposition, avaient financé les syndicats pour que les étudiants partent en grève. C'est eux aujourd'hui qui sont au pouvoir et c'est eux qui veulent intégrer la classe syndicale pour pouvoir diviser la classe syndicale comme ils ont eu à diviser l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des associations syndicales, l'ensemble de la société civile et d'autres institutions de la place qui sont là pour œuvrer aux côtés des masses populaires. Je pense bien qu'il faut que nous tous, nous soyons prêts parce qu'on ne va pas les observer faire ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Il faut que nous ayons une position face à cette situation. Merci Noura Psycho pour la sincérité et vraiment le pragmatisme caractériser votre intervention. Alors, sur ce, chers camarades, nous allons prendre le dernier intervenant. Compte tenu du temps, nous allons prendre le dernier intervenant, le camarade Youssouf, s'il est là. Alors, s'il n'est pas là, c'est Bill Psycho. Donc, voilà, chers camarades, Bill Psycho sera le dernier intervenant de l'émission pour aujourd'hui. Vous avez la parole. Voilà, merci camarade DG. Tout d'abord, je vais essayer dans une bref intervention, essayer d'apporter ma contribution, comme il a toujours été le cas à chaque fois qu'il y a des activités, des thématiques qui parlent de l'actualité de venir faire notre proposition. Je voudrais, dans un premier lieu, parler de ces crises-là qui s'observent dans presque les sous-régions du pays. Je voudrais ici dire, beaucoup ont parlé de l'injustice. Et je pense que tant qu'il y a une injustice, il serait difficile pour un pays d'évoluer. Et aujourd'hui, tel que ça s'observe aussi ici au Niger, les tiraillements dont on parle, c'est pour dire que tant que l'impact dont on a parlé, tant qu'il y a des tiraillements, il faut toujours s'attendre à la contestation des résultats. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre convoquer ou, disons, faire des élections, sachant que le peuple ou les oppositions, l'opposition s'oppose parce qu'il y a une violation des textes. C'est antidémocratique. Or, on ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, que ce soit à l'opposition, tout comme au peuple, de ne pas se préparer pour contester les résultats. Il est vrai que quand il y a l'injustice, il y va de soi à ce que les résultats soient contestés. Mais de ne pas s'inscrire dans cette logique bien avant la proclamation des résultats, de contester ce qui s'observe. Or, très malheureusement, il faut le dire, c'est à l'image des autres pays, c'est à l'image de ce que les autres font. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opposition s'est déjà inscrite dans cette même perspective de contester. Parce que nous savons tous que ce soit la CENI. Aujourd'hui, un camarade a pris l'exemple. La CEDEAO, rien que si on se réfère aux exemples récents pour illustrer, quand il y a eu la crise du Mali, la CEDEAO n'a pas intervenu. Aujourd'hui, ça s'observe dans presque tous les autres pays de la sous-région. Je voudrais dire à ce niveau que nous, les jeunes que nous sommes, de prendre conscience et d'essayer de tout faire pour barricader cela, parce qu'ils n'ont aucune volonté, ils n'ont aucun amour pour le pays. Et donc, pour revenir par rapport à la situation syndicale, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une quelconque intervention, parce que la jeunesse, les jeunes que nous sommes, nous avons pris conscience. Nous avons vu que eux, nous sommes conscients que ceux-là qui se sont accaparés des résultats, qui ont pu parvenir à s'arranger, bien évidemment, sous le contrôle ou l'infiltration des hommes politiques, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Donc, pas besoin de faire une intervention. Déjà, les gens ont pris conscience et Inch'Allah, nous allons remporter la victoire et les élections seront Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bill. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà, mesdames, messieurs, on remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cet enregistrement, notamment tous les camarades. Malheureusement, le temps est contre nous. Sauf si on lui accorde peut-être une minute. Voilà, rapidement. Nous remercions une fois de plus autour de l'actualité qui parlait aussi de certaines crises nationales et internationales. Tout cela, je peux dire
Je vais un peu rappeler la situation comme l'avait dit Sankara et Kadhafi, qu'ils étaient toujours pour l'intérêt de leur pays au-delà de l'intérêt africain. Kadhafi disait que toute démocratie qui ne répond pas aux aspirations sociales de la population n'est que de la trahison. Et Sankara l'a si bien dit que toute démocratie qui n'est pas de peuple et pour le peuple n'est qu'une démocratie dérisoire. Donc cela ne doit pas nous inquiéter. On doit réveiller nos consciences, comprendre de cela. Et cette démocratie qu'on chante ici en Afrique n'est qu'une gigantesque escroquerie de l'histoire qui nous a couché à rien, nous a servi à des diarrhées d'ignorance à travers le système académique qui ne répond pas d'ailleurs à son nom. Parce qu'on ne veut pas que nous évoluions, on ne peut pas à ce que nous soyons, nous soyons capables, nous ayons un esprit critique de pouvoir comprendre tous les problèmes qui se dans notre pays. Il va falloir à ce que nous puissions comprendre cela. Parce que cette démocratie ne nous a servi à rien, rien que du mort du paludisme à travers du mort du paludisme de nos parents, et rien que aussi certaines crises sociales et politiques, parce que tous ceux-là qui ont été victimes, tous ceux-là qui ont été écroulés à cause d'une seule et simple démocratie, cela a été écroulé justement parce qu'ils ne défendent pas cette démocratie, parce qu'ils savent ce qu'il y en a dedans, parce qu'ils savent ce qu'il entoure dedans. Sur ce, je vous remercie. Merci camarade DG. Donc, chers camarades, de l'intervention, merci, c'est extrêmement important. Oui, chers camarades, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le sanctuaire de la parole et de la pensée à travers les littératures rouges, nous vous disons vraiment merci. Aujourd'hui, il a été question de plusieurs thèmes, Léo. Le mot de la fin serait, si vous voulez, serait le mot de la fin pour l'émission. Je vous laisse prononcer le mot de la fin. Il est vraiment important de préciser que les étudiants, les militantes et militants de l'UNUN, aujourd'hui, une fois de plus, comme à l'accoutumée, comme ils ont l'habitude de le faire, ont eu à dégager des perspectives, ont eu à discuter des idées, des thèmes qui cadrent avec, si vous voulez, l'avenir du monde, sinon l'avenir du Niger en particulier. Donc ici prend fin l'émission. Nous allons en profiter pour remercier le doyen Ali Idrissa. Oui, absolument. Remercier le DG Hegel également. Le DG Hegel et tous les camarades qui ont répondu présents. Léo, votre mot de la fin. Alors rappelez que, voilà, rappelez que cette émission sera, Inch'Allah, en diffusion demain à partir de ce mardi 27, 21h30 et le samedi, plus de précisions dans nos prochaines éditions ou bien nos prochains numéros. Samedi, soit à partir de midi 45, juste après le journal de midi 45, ouais, ou le journal de 19h45. L'un dans l'autre, merci d'avoir suivi ce énième numéro. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Chebou Guissou qui était à la caméra ce soir. Il était accompagné de Omar pour la voiture. Faut pas oublier et Silva. Notamment Silva. Oui, absolument, Silva qui va s'occuper du montage de cette émission. C'était Bachir Kemi Seba autour de l'actualité avec Léo Razak et vous, chers amis, de l'Université Abdoumouni, mais surtout qui nous recevait à travers les zones du groupe de presse La Barrie. Merci, Haïti Kana, ciao.